Donc, bonjour tout le monde, très heureux de vous accueillir pour cette huitième séance de votre matière, droit des assurances. Donc, nous sommes toujours le contrat d'assurance et nous sommes arrivés aujourd'hui au stade de la conclusion du contrat d'assurance. Nous avons, lors des premières séances, que le contrat d'assurance est un contrat qui obéit dans sa conclusion au principe énoncé par le Daïr des obligations et des contrats. Voilà pourquoi, lorsque nous avons qualifié le droit des assurances comme droit transversal, nous avons dit qu'il tire un certain nombre de règles du droit commun et des droits, des obligations et des contrats. Donc aujourd'hui, on va faire appel à un certain nombre de règles juridiques, à la fois du Daïr des obligations et des contrats, du code de la famille, voire même du code pénal. Étant donné que la conclusion du contrat d'assurance peut être affectée par un certain nombre de problèmes pour lesquels on est amené à faire appel aux règles tirées d'autres droits, comme je viens de l'expliciter. Donc, durant cette séance, nous allons mettre l'accent principalement sur deux grands axes. On va expliciter les conditions de validité du contrat d'assurance. Le contrat d'assurance, comme tout autre contrat de droit commun, obéit à des conditions de forme et de fond. Une fois ces conditions de forme et de fond seront exposées, nous allons passer au processus de conclusion du contrat d'assurance. Donc, deux grands points sur lesquels nous allons revenir tout de suite. Donc, avant de commencer, on doit rappeler que le contrat d'assurance est un contrat consensuel. Nous avons présenté lors de la qualification de la séance qui a été réservée à la qualification du contrat d'assurance, nous avons précisé par l'assurance, c'est un contrat consensuel. C'est un contrat d'adhésion, c'est un contrat aléatoire, ainsi de suite. Ce qui nous concerne dans la conclusion du contrat, c'est un contrat consensuel. Ça veut dire quoi un contrat consensuel? Ça veut dire que le consentement des deux parties au contrat suffit pour établir le contrat. Autrement dit, toutes les formalités qui sont exigées pour d'autres types de contrats peuvent être écartées, étant donné qu'on laisse une grande liberté aux parties pour déterminer les termes du contrat, l'étendue des obligations réciproques. Donc, l'écrit n'est pas exigé. Il n'est exigé que ad probationem. Ça veut dire quoi ad probationem? Par opposition à ad validatem. Ça veut dire que l'écrit n'est pas exigé pour la validité du contrat. Le contrat se conclut par le simple échange de consentement entre les parties. On ne demande l'écrit que pour prouver l'existence des obligations des parties, que pour prouver qu'il y ait un contrat qui a été conclu entre les deux parties. Voilà pourquoi on dit que l'écrit en matière de contrat d'assurance n'est exigé que ad probationem. Ça veut dire à titre de preuve et non pas à titre et non pas comme condition de validité du contrat. Cela dit, le sort quand même impose un certain nombre de fonds et de formes. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de formalités qui sont exigées, étant donné que le législateur intervient parfois pour imposer
aux deux parties au contrat d'introduire un certain nombre de clauses telles que comme nous allons le présenter de suite. Donc, que ce soit au niveau du code des assurances ou bien des arrêtés. Parce que vous allez découvrir avec moi que le ministère des Finances de la Privatisation a présenté les conditions qui peuvent nécessairement figurer sur un contrat d'assurance tout type confondu. Et par la suite, il a présenté un certain nombre de contrats types pour d'autres domaines. Donc, pourquoi le législateur intervient? Nous avons dit que dans ce maillon, dans cet échange, dans ce contrat, la partie faible est toujours l'assuré, et que l'assuré est en train de conclure un contrat avec un professionnel, un connaisseur du domaine, un expert. C'est généralement l'assureur qui établit les termes du contrat. Donc, nous avons qualifié le contrat d'un contrat d'adhésion. Voilà pourquoi le législateur est intervenu pour protéger cette partie faible du contrat qui est l'assuré. Et il a intervenu pour sauvegarder l'ordre public afin d'éviter que le contrat soit conclu sur des objets qui sont illicites, qui sont contraires à l'ordre public. Donc, pour respecter et sauvegarder l'ordre public, le législateur est intervenu. Aussi, le législateur met à la charge des deux parties un certain nombre d'obligations réciproques que nous allons présenter tout à l'heure. Donc, commençons par les conditions de forme. Donc, nous avons dit que le contrat, c'est un contrat. Ça veut dire que les parties sont libres de déterminer les termes du contrat, les clauses du contrat. Et là, ce n'est qu'une application du principe qui a été énoncé par le DAI des obligations du contrat dans son article 230, qui précise que c'est un principe connu par tous les juristes que vous devez apprendre par cœur. Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Ils ne peuvent être révoqués que de leur consentement mutuel et dans les cas prévus par la loi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le législateur permet aux deux parties de déterminer les clauses du contrat qui sont valables, qui ne sont pas contraires à l'ordre public, et ils sont considérés comme une loi pour les deux parties. Leur loi, ce sont les termes du contrat. Ce sont les termes du contrat qui déterminent, pardon, je vous ai dit que les termes du contrat sont considérés, selon cet article 230, comme la loi des parties. Ils ne peuvent être révoqués que de leur consentement mutuel. Ça veut dire si on est amené à modifier, puisque un événement est survenu, donc on doit demander le consentement. Il faut que les deux parties consentent à ce changement, ou bien à cette annulation de contrat. Certes, il s'agit d'une liberté dont on peut louer les avantages, mais il s'agit d'une liberté qui peut porter préjudice à l'assuré, étant donné que, je vais rappeler encore une fois qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion, ça veut dire les termes du contrat sont généralement dictés par
cette partie forte, cette partie professionnelle, cette partie experte qui est l'assureur. C'est ainsi que le législateur est intervenu à travers l'article 11 du Code des assurances, loi 1799, imposer un contrat écrit en caractère apparent. Les termes du contrat doivent apparaître d'une manière claire et apparente. Il présente cette apparence à travers l'article 11 par ces termes. Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant écrit et signé des parties. Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance du contrat ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'autre par la remise d'une couverture. Ainsi, à travers les termes de ce contrat, ainsi, à travers les termes de cet article 11 du Code des assurances, on constate que le législateur impose que même si on est amené à modifier les termes du contrat en application de l'article 230 des obligations du contrat, cet avenant doit être écrit et signé des parties. Ça veut dire que l'assureur à lui seul ne peut pas modifier les termes du contrat sans le consentement matérialisé par la signature de les termes du contrat doivent être précisés d'une manière claire. Il ajoute que les dispositions ne font pas obstacle à ce que même avant la date du contrat ou bien de l'avenant, ça veut dire de ce qu'on a ajouté, l'assureur et l'assuré soient engagés. Ils sont déjà engagés avant même l'établissement du contrat. Par quoi? Par la remise d'une note de couverture. Qu'est-ce qu'une note de couverture? Donc, la définition de la note de couverture, on la trouve dans l'article 1er du Code des assurances, qui a présenté une liste des termes clés de la technologie utilisée dans l'assurance. La définition suivante. C'est un document concrétisant l'engagement de l'assureur et de l'assuré et prouvant l'existence d'un accord en attendant l'établissement de la police d'assurance. Donc, il s'agit d'un document qui constate qu'il y a un engagement entre les deux parties. Avant même que le contrat soit établi, soit prêt, on peut se baser, si jamais un sinistre survient dans cette période de préparation du contrat, désolé, je crois que je me suis déconnecté. Donc, nous avons dit qu'à travers la lecture de ces termes, on constate que le législateur impose à cette partie forte au contrat qui est l'assuré de respecter cette formalité de faire apparaître les termes du contrat d'une manière claire. La clarté des termes, on la trouve aussi précisée par le législateur dans la loi 3108 qui protège le consommateur, pour la protection du consommateur, qui précise en ces termes que le contrat, ou bien tout contrat, doit normalement être établi d'une manière claire, de façon à ne laisser aucune
aucune non-clarté dans le contrat. L'article 9 du Code protégeant le consommateur précise que dans les cas, ou bien le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées aux consommateurs sont rédigées par écrit, ces clauses doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible pour le consommateur. Dans notre cas, l'assuré. En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. Cela veut dire que le législateur, à travers l'article 9 de la loi 3108, impose à la fois une obligation de faire apparaître les clauses du contrat d'une façon claire et compréhensible pour cette partie faible qui est l'assuré considéré comme consommateur, mais aussi apporte la sanction. Il s'agit d'une sanction civile et non pas pénale, étant donné que il précise que si jamais l'assureur introduit dans le contrat une clause qui est ambiguë, qui peut s'interpréter de plusieurs façons, bien sûr, l'interprétation la plus favorable qui sera adoptée est celle qui est en faveur du consommateur, dans notre cas, qui est en faveur de l'assuré. De plus, l'article 14 de la loi 1799 exige non pas seulement la clarté, mais que la mention d'un certain nombre de clauses soit précisée d'une façon ou bien de façon à ce que les caractères apparaissent d'une manière non pas seulement maintenant claire et compréhensible, mais très apparente. Il faut que l'assuré, à travers un G2, regarde ou bien constate directement, arrive à détecter directement ces clauses. Des clauses comme les clauses de nullité, de déchéance, des exclusions, des cas de non-assurance, ce sont des cas qui peuvent porter un grand préjudice à l'assuré s'il n'est pas avisé. Voilà pourquoi le législateur impose que ce genre de clause doit apparaître de façon à ce qu'il soit rédigé en caractère très apparent. Parce que, auparavant, on était amené à introduire ce genre de clause auquel l'assuré ne peut prêter attention dans des lignes et à travers des caractères très minimes, de telle façon qu'ils ne sont pas apparents. Voilà pourquoi le législateur a été amené à travers l'article 14 de modifier d'amener les assureurs à modifier leurs pratiques en les obligeant à faire apparaître d'une manière très apparente les termes du contrat qui concernent ces clauses dites dangereuses. Nullité, déchéance, exclusion, les cas de non-assurance. Parce que l'assuré peut dire que je suis assuré sur un certain nombre d'événements, de sinistres, mais par la suite, l'assureur lui montre que c'est un cas de non-assurance et il est stipulé dans le contrat. Voilà pourquoi si il est stipulé dans le contrat, il doit apparaître d'une manière très claire. Donc, la Cour suprême, marocaine bien sûr, dans un arrêt qui date de 1960, a précisé que les polices d'assurance sont d'interprétation stricte. Les polices d'assurance sont d'interprétation stricte. Il s'agit d'un principe qui est issu du code pénal qui est généralement, dont les termes sont d'interprétation stricte. Et les juges n'ont pas à les interpréter. Lorsque les termes du contrat sont clairs,
conciliable avec le but évident de l'acte et que le rapprochement de ces différentes clauses ne fait naître aucune incertitude sur leur sens et leur portée. Donc, si le contrat est établi avec des termes clairs, conciliables avec le but évident de l'acte, les juges doivent se limiter à ce qui est édicté par le contrat sans essayer d'interpréter. Ils n'ont pas à les interpréter. Donc, et que le rapprochement de ces différentes clauses ne fait naître aucune incertitude sur leur sens et leur portée. Donc, lorsqu'ils sont clairs, vous n'êtes pas amené à les interpréter. Vous devez vous limiter à ce qui est énoncé par le contrat. Maintenant, si le contrat comporte une clause ou bien des termes qui sont ambigus et il y a un désaccord entre les parties sur l'interprétation à donner à ces clauses. Donc, la Cour suprême a donné une réponse claire comme ce qui a été énoncé par le législateur dans l'article 9 du Code protégeant le consommateur. Elle a précisé en 1962 dans un arrêt de principe, en cas d'ambiguïté ou de désaccord des clauses, l'obligation s'interprète dans le sens le plus favorable à l'assuré, en ce sens que c'est l'assureur qui rédige le contrat. Est-ce clair? Donc, ce principe qui a été, et cette sanction qui a été énoncée par le législateur dans l'article 9 de la loi 3108 protégeant le consommateur a été déjà énoncée par la Cour suprême marocaine en 1962 en précisant que les juges doivent donner l'interprétation la plus favorable à l'assuré puisque là, le contrat a été établi par l'assureur. Donc, en cas d'ambiguïté ou bien de désaccord entre les parties sur l'interprétation à donner à une clause, on doit favoriser l'interprétation qui est en faveur de l'assuré et non pas en faveur de l'assuré. Maintenant, la durée du contrat. Donc, l'article 6 du Code des assurances précise que la durée du contrat, qui doit être mentionnée en caractère très apparent, est fixée par la police. C'est la police, lorsque je dis la police, c'est le contrat. C'est la police qui détermine la durée du contrat. Est-ce 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an? Mais généralement, les contrats d'assurance sont établis pour une durée d'1 an. Mais rien n'empêche que les parties déterminent une autre durée. Donc, étant donné que le législateur n'impose pas aux deux parties une durée déterminée. Donc, lorsque la durée du contrat est supérieure à 1 an, il doit être rappelé en caractère très apparent pour une mention figurant au-dessus de la signature du souscripteur. Donc, vous ne pouvez pas obliger une partie à s'engager avec vous au-delà d'une année, qui est le délai le plus utilisé, sans que le contrat comporte des clauses qui mentionnent avec des caractères très apparents que vous serez engagé au-delà de la période commune connue qui est de 1 an. La langue de rédaction maintenant. Donc, au Maroc, le législateur laisse une grande liberté aux parties pour conclure le contrat selon la langue qu'ils choisissent. Mais dans la pratique, on trouve que la plupart des contrats d'assurance, la quasi-totalité des contrats d'assurance sont rédigés en langue française. Même si la langue arabe est la langue officielle du royaume, les assureurs continuent à rédiger leurs contrats en langue française
Ils ont essayé de s'adapter un petit peu avec cette obligation de respecter la conclusion en langue arabe en introduisant juste des indications en arabe. Mais le contrat en tant que tel est généralement rédigé en français. Si vous êtes amené à conclure un contrat d'assurance avec n'importe quel assureur, vous allez constater que tous les contrats sont rédigés en français. C'est la langue la plus utilisée dans la pratique, étant donné que législateur marocain n'impose pas la langue arabe, contrairement au législateur français qui, lui, impose que le contrat d'assurance soit établi en langue française. Donc là, c'est une différence parmi les quelques différences qui existent entre législateur marocain et législateur français. Donc voilà, c'est tout ce qui concerne les conditions de forme, présentées brièvement. Maintenant, les conditions de fond. Quelles sont les conditions de fond? Je vous ai dit que le contrat d'assurance est un contrat qui obéit aux mêmes règles des autres contrats de droit commun. Donc les conditions de fond, c'est ce qui a été précisé par l'article 2 du Daïr des obligations et des contrats, qui détermine que il s'agit du consentement, de la capacité, de l'objet licite, un objet ou bien une cause licite. Donc, l'article 2 du Daïr des obligations et des contrats précise que les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d'une déclaration de volonté sont d'abord la capacité de s'obliger. Est-ce que la capacité, c'est ce que vous avez étudié dans le cadre de la matière réservée aux obligations et contrats? Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l'obligation. Il s'agit du consentement. Un objet certain pouvant former objet d'obligation. Ça veut dire c'est un objet certain qui n'est pas contraire à l'ordre public. Il peut former objet d'une obligation. On ne peut pas avoir comme objet d'un contrat quelque chose qui est irréalisable. Et une cause licite de s'obliger. Donc voilà, ce sont les termes de l'article 2 du Daïr des obligations des contrats auxquels on fait appel et qu'on applique directement sur le contrat d'assurance. À côté de ces 4 obligations considérées comme les conditions de fond pour la conclusion du contrat d'assurance, le Code des assurances, la loi 1799, présente d'autres exigences qui sont spécifiques au contrat d'assurance. Donc là, on a l'application des règles du droit commun et on a aussi l'application d'un certain nombre de règles spécifiques du contrat d'assurance qui sont présentées par le Code des assurances. Commençons par la capacité qui est le premier élément, la première condition précisée par l'article ou bien énoncée par l'article 2 des obligations des contrats. Donc, en principe, pour l'assureur, la capacité s'acquiert par la délivrance d'un agrément de la part de l'ACAPS. L'ACAPS, c'est l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale. C'est l'autorité de tutelle au Maroc, l'autorité qui contrôle le secteur des assurances au Maroc. Il y a une loi spéciale qui réglemente cette autorité. Vous la trouverez à la fin du cours que je vous mets à votre disposition sur ma page se trouvant réservée au cours de droit des assurances. Donc, cet agrément est délivré dans les conditions précisées par l'article 165 de la loi 1799. Donc, cette loi précise que l'agrément est délivré à
aux assureurs. Je parle ici des sociétés anonymes, des sociétés qui exercent l'assurance Takaful, donc dans des conditions précises. Donc, veuillez consulter l'article 165 et suivant pour connaître les termes ou bien les conditions de délivrance de cet agrément. Généralement, l'agrément est donné à une entreprise de droit marocain qui a ou bien une entreprise étrangère à travers avec non pas avec laquelle, donc étrangère, mais issue d'un pays avec lequel le Maroc a établi des conventions bilatérales ou bien lorsqu'il adhère à des conventions internationales qui autorisent les entreprises étrangères à s'établir au Maroc. Donc, ils doivent avoir leur siège au Maroc, mais aussi ils doivent avoir un avis de la commission de régulation. L'agrément est généralement accordé par catégorie d'opérations, d'assurance et de réassurance. Ça veut dire on ne peut pas donner un agrément général. On donne un agrément généralement pour chaque secteur d'activité. Donc voilà, donc pour l'assureur, la capacité s'acquiert par la délivrance de l'agrément de la CAPS. Alors que pour l'assuré, ou bien pour le souscripteur, parce que c'est lui qui va conclure un contrat, parce qu'on peut conclure un contrat par le biais d'une autre personne si on n'a pas la capacité. Donc, il doit avoir la capacité de disposer et celle de contracter. Donc, cette capacité s'acquiert en faisant, bien sûr, en faisant appel aux dispositions du Code de la famille. Vous devez être une personne qui a atteint l'âge de 18 ans, vous n'êtes pas frappé de démence, vous n'êtes pas un aliéné mental, vous n'êtes pas frappé d'une condamnation privant votre liberté, de telle façon que vous ne pouvez pas conclure des contrats, ainsi de suite. Donc, une exception à cette capacité, on la trouve dans le secteur des assurances vie. Ici, le mineur émancipé a la pleine capacité de disposer et de contracter et n'a besoin d'aucune autorisation. Lorsque je dis le mineur émancipé, ça veut dire le mineur qui a atteint l'âge de 2 ans. Donc l'âge de l'émancipation. Donc là, c'est un cas spécial pour les assurances vie. Donc il peut contracter une assurance vie sans qu'il y ait besoin d'avoir l'âge de 18 ans, ça veut dire la capacité requise par le code de la famille pour établir un contrat. Donc, je vais revenir et détailler un petit peu ce que j'ai expliqué brièvement. Pour ce qui est du consentement, nous avons dit, encore une fois, le contrat d'assurance est un contrat consensuel, ça veut dire qu'il se forme par le seul échange de consentement entre les deux parties au contrat. La question qui se pose à ce niveau, le consentement du tiers bénéficiaire en matière d'assurance vie est-il nécessaire à la validité du contrat? Ça veut dire, nous avons dit que le contrat d'assurance n'est pas toujours conclu ou bien signé par l'assuré directement, mais parfois par un mandataire. Voilà pourquoi nous avons dit que celui qui conclut le contrat avec l'assureur, c'est le souscripteur. Il peut être l'assuré lui-même, comme il peut être une autre personne qui agit pour le compte de l'assuré. Donc, maintenant, lorsqu'il s'agit d'un tiers bénéficiaire, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir son consentement? L'article 68 du Code des assurances répond à cette interrogation en précisant que l'assurance en cas de décès contracté par un tiers sur la tête de l'assuré est nulle si ce dernier n'y a pas donné son consentement par écrit avec indication de la somme assurée. Ça veut dire que le consentement
n'est exigé que lorsqu'il s'agit d'un contrat d'assurance vie en cas de décès. Il est normal de protéger une personne contre la mort en demandant son consentement avant qu'un contrat soit établi sur sa tête. C'est lui qui sera assuré s'il meurt. D'autres personnes vont bénéficier de sa mort. Donc, le législateur était intelligent ici en précisant que dans les autres cas, le consentement de la partie, dans les autres cas autres que l'assurance décès, en cas de décès, le consentement de la partie, de tierce bénéficiaire n'est pas nécessaire. Mais en cas d'assurance, en cas de décès contracté par un tiers sur la tête de l'assuré, si cette personne sur la tête de laquelle on a établi un contrat en cas de décès n'a pas donné son consentement, ce contrat est considéré comme nul. Il est frappé de nullité. Le consentement doit être écrit avec indication de la somme assurée. On ne peut pas dire qu'il a donné son aval oralement. Non, il doit être écrit. Donc le consentement de l'assuré doit, sous peine de nullité, être donné par écrit pour toute cession ou constitution de gage ou pour tout transfert du bénéfice du contrat souscrit sur sa tête par un tiers. Donc si on veut désigner par la suite une autre personne qui va bénéficier de la somme d'argent, de l'indemnité, si jamais l'assuré trouve la mort, on doit aussi demander son consentement. Donc, le consentement de l'assuré lorsque nous avons contracté une assurance sur sa tête en cas de décès est toujours nécessaire, soit pour la naissance du contrat, soit pour la modification de celui qui va bénéficier de cette indemnité en cas de décès. Sinon, toute personne peut être amenée à souscrire un contrat sur la tête d'une personne et, sans l'aviser, et désigner un tiers bénéficiaire avec lequel il va établir un pacte et par la suite se mettre d'accord avec un tueur pour le tuer afin de bénéficier de cette somme d'argent. Donc voilà pourquoi c'est une protection, encore une fois, qui a été accordée par le législateur à l'assuré qui est cette partie qui est dans une situation critique. Toujours avec le consentement, qu'en est-il maintenant du mineur qui n'est pas encore émancipé? Ça veut dire qu'il n'a pas atteint l'âge de 12 ans. Donc ici, pour éviter toute incitation à l'infanticide ou à l'homicide, l'article 65 du Code des assurances interdit à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d'un mineur âgé de moins de 12 ans et d'un interdit au sens de l'article 212 du Code de la famille et articles 38 et 39 du Code pénal. Donc, il s'agit d'une autre application de ce principe d'interdiction. Donc, le contrat qui est conclu sur la tête d'un mineur qui n'a pas encore atteint l'âge de 12 ans est nul et frappé de nullité. Parce que on peut être amené à conclure un contrat en cas de décès sur un mineur et le tuer par la suite pour bénéficier de la somme d'argent qui est l'indemnité réservée par l'assureur en cas de décès. Donc maintenant, si le mineur atteint l'âge de 12 ans, et si l'article 170,
impose à la fois l'autorisation de son représentant légal et le consentement personnel du mineur. Donc, deux consentements sont exigés lorsqu'on est en présence d'un contrat d'assurance en cas de décès sur la tête d'un mineur qui a atteint l'âge de 2 ans, qui est l'âge de discernement. Il faut d'abord son consentement et le consentement de son représentant légal, son père, sa maman, son représentant légal. Donc, l'uslateur ajoute que toute assurance contractée en violation des dispositions est sanctionnée de nullité suite à la demande de tout intéressé. Tout contrat qui ne respecte pas le consentement du mineur qui a atteint l'âge de 12 ans et son représentant légal est nul. Je rappelle encore une fois, nous sommes sur le stade ou bien sûr le contrat d'assurance en cas de décès. Je ne parle pas des autres types d'assurance. D'accord? Lorsqu'il est contracté sur la tête de cette personne. Une exception a été présentée par l'article 107 du Code des assurances. Il s'agit du cas des assurances de groupe. Pour les assurances de groupe, l'article 107 précise que le représentant légal d'un majeur en tutelle a la possibilité d'adhérer au nom de celui-ci à un contrat d'assurance de groupe en cas de décès conclu dans le cadre de l'exécution d'une convention collective du travail. Donc, lorsqu'il y a une convention collective du travail, et vous savez que dans plusieurs usines, dans plusieurs domaines, activités, on conclut des conventions collectives de travail afin d'uniformiser, d'harmoniser le travail dans un secteur déterminé. Donc, si à travers cette convention, on impose de conclure un contrat d'assurance en cas de décès, et ça sera un contrat de groupe, tout le groupe sera assuré. Donc, le représentant légal d'un majeur en tutelle qui travaille avec ce groupe a la possibilité d'adhérer au nom de ce majeur qui est en tutelle avec le groupe pour signer à sa place sans demander son consentement. Étant donné que c'est une obligation de groupe, on ne va pas demander le consentement de chaque partie. Nous avons déjà établi une convention. C'est une application de la convention collective. Donc, il ne s'agit maintenant que d'adhérer. Donc, le représentant adhère avec le groupe sans demander, sans que le consentement du majeur en tutelle soit exigé pour la validité du contrat. Donc, c'est la seule exception qui est prévue par l'article 100 du Code de le mineur. Ouais, qu'il y a un problème de connexion. Vous arrivez à m'entendre? Parfait, Oui, monsieur. parfait. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire sur le consentement du souscripteur et de l'assuré pour cette partie des conditions de fonds. Maintenant, on passe au deuxième point qui est le processus de conclusion. S'il vous plaît, professeur, si vous pouvez nous réexpliquer le dernier point. Le dernier point que vous avez mentionné, la dérogation, l'article. Donc, je vous ai dit que l'article 107 du Code des assurances présente une dérogation
à cette obligation du consentement de l'assuré lorsque nous sommes amenés à souscrire un contrat d'assurance en cas de décès sur sa tête. Donc, je vous ai dit que lorsqu'un mineur qui n'a pas atteint l'âge de 12 ans, il est interdit de souscrire un contrat sur sa tête en cas de décès. Est-ce clair? Lorsque le mineur atteint l'âge de 12 ans, l'âge d'émancipation, pour que le contrat soit valide, pour qu'il ne soit pas frappé de nullité, il faut le consentement de son représentant légal et son consentement. Lorsqu'il s'agit maintenant d'une personne qui est majeure, mais qui est en tutelle, qui travaille dans une entreprise, dans une usine, et pour l'activité qu'ils exercent, il existe une convention collective. Lorsqu'il existe une convention collective sur la base de laquelle on est amené à souscrire un contrat d'assurance en cas de décès pour tout le groupe, donc le consentement de la personne en tutelle n'est pas exigé. Son représentant légal peut signer à sa place sans que le consentement de la personne en tutelle soit exigé. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il s'agit d'une dérogation au principe que nous avons présenté pour le mineur émancipé. Est-ce que la Hakim? Oui. Oui, merci. Merci. Parfait. Maintenant, le processus de conclusion du contrat d'assurance. Donc, le processus de conclusion est un processus qui est complexe. Je vous ai dit dès le début de ce cours qu'il s'agit que le contrat d'assurance est un contrat technique, que le cours dans sa totalité, c'est un cours très technique. Voilà pourquoi on dit que la souscription du contrat d'assurance est souvent complexe, étant donné qu'il obéit à un certain nombre de conditions que les parties doivent obligatoirement remplir. Sinon, le contrat sera frappé de nullité. Donc, d'abord, comme tout contrat, il doit y avoir un échange d'informations entre l'assureur et le souscripteur. Pour conclure un contrat d'assurance, l'assuré doit aviser l'assureur du type de sinistre pour lequel il veut s'assurer, des conditions qui entourent la réalisation du sinistre, de l'emplacement, des risques encourus, ainsi de suite. Donc, il doit présenter une panoplie d'informations à l'assureur. Et là, c'est une obligation principale que le législateur met à la charge de l'assuré. C'est ce qu'on appelle l'obligation d'information de la part de l'assuré. Mais l'assureur aussi a une obligation d'information et de conseil. Donc l'assureur doit aussi présenter pour l'assuré l'assurance qui convient le mieux à ses attentes. Il doit conseiller l'assuré afin de lui présenter des termes du contrat qui convient le mieux à ce qu'il veut comme assurance contre les risques encourus. Donc, commençons par l'information, par cette obligation d'information et conseil du souscripteur. Je vous ai dit, puisque le contrat est complexe et très technique, on doit expliquer à ce souscripteur, tel qu'il se doit, les termes de ce contrat. Donc, voilà pourquoi l'assureur doit fournir au souscripteur une information détaillée et exhaustive, à la fois sur le prix, sur les risques pris en charge, sur les risques exclus
sur les déchéances, ainsi de suite, avant même la conclusion du contrat. Donc, généralement, dans la pratique, cela se fait à travers un papier qu'on appelle la notice d'information. Il s'agit d'une notice qui comporte toutes les informations utiles pour l'assuré afin qu'il soit avisé de tous les termes du contrat, prix, risque, exclusion, ainsi de suite, avant d'être amené à signer le contrat. La question qui se pose est de savoir quelle est la forme et le contenu de cette notice d'information. Est-ce qu'il s'agit d'une notice qui a été dont le contenu a été réglementé par le législateur marocain, ou bien tout assureur a une liberté pour limiter ses informations, l'information présentée, à un type déterminé d'information. Donc, on va commencer par la position du législateur français. Dans son article A132.4 de leur code d'assurance, le législateur français précise que, en plus des mentions relatives à l'entreprise d'assurance, la note d'information doit indiquer toutes les informations que je vais citer. D'abord, le nom commercial du contrat, les caractéristiques de ce contrat, quelles sont ces caractéristiques, définition contractuelle des garanties offertes. Donc, si vous me dites que vous me présentez une garantie contre l'incendie, expliquez-moi. D'accord? Durée du contrat, modalité de versement des primes, le délai et les modalités de renonciation au contrat, les formalités à remplir en cas de sinistre, des précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats, informations sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires, lorsque de telles informations s'avèrent appropriées, précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indication générale relative au régime fiscal. Parce que un contrat d'assurance peut être un contrat conclu pour des trajets lointains, donc peut être conclu pour des étrangers, ainsi de suite. Donc, quelle est la loi applicable? Et quel régime fiscal sera applicable pour notre contrat? Ensuite, le rendement minimum garanti et les participations. Le taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie. L'indication des garanties de fidélité, des valeurs de réduction, des valeurs de rachat. Et là, on est en train de parler des contrats assurance vie. C'est là où on peut racheter notre assurance. Les procédures d'examen des litiges, modalités d'examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat, existence, le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen. Donc, si vous devez nécessairement vous adresser à une instance déterminée avant de porter votre litige devant les tribunaux, donc, cela doit être précisé dans la notice d'information. Donc, voilà, c'est ce qui est précisé par le législateur français comme conseil, comme l'ensemble des conseils que doit présenter l'assureur à l'assuré. Qu'en est-il maintenant du législateur marocain? Donc, le législateur marocain précise dans l'article 10 de la loi 1799, formant code des assurances, que la forme et le contenu de la notice d'information non détaillée par le législateur, excepté le cas des assurances de groupe. Donc, à l'exception des assurances de groupe, la notice d'information, ou bien le contenu de la notice d'information, n'a pas été détaillé par le législateur marocain, contrairement au législateur français. Et là, c'est un vide qui peut porter préjudice à l'assuré. La doctrine reproche ici à législateur le fait de ne pas préciser quel genre d'information l'assureur doit présenter à l'assuré pour qu'il soit avisé avant de conclure le contrat. L'article 10, toujours l'article 10 du même loi, la loi 1799, précise que le projet de contrat comportant le prix
ou notice d'information doit comporter les indications suivantes. Garantie assortie des exclusions, le prix y afférent et les obligations de l'assureur. Il faut noter à cet égard que la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré ni l'assureur, seul le contrat constate leur engagement réciproque. Donc, tant qu'il n'y a pas encore un contrat, ou bien une note de couverture, comme nous l'avons défini tout à l'heure, la proposition d'assurance n'engage ni l'un ni l'autre. Même si vous êtes avisé, vous n'êtes pas engagé. Donc, cette position du législateur marocain présente un certain nombre de limites, notamment pour le cas de l'assurance vie. Pour le cas de l'assurance vie, l'assurance à forte connotation technique et financière qui nécessite une protection particulière. Étant donné que, généralement, ce sont des versements de primes que l'assureur essaie de capitaliser et les utilise généralement en investissant dans d'autres projets et il est généralement gagnant puisqu'il est en train d'emmagasiner, de rassembler d'argent pour la donner par la suite avec un taux d'intérêt à la personne à la fin du contrat. Malheureusement, il n'y a pas de sanction particulière en cas de manquement de l'assureur à son obligation de remise à l'assuré de la notice d'information. Le législateur marocain ne présente aucune sanction, malheureusement, si l'assureur ne présente pas une notice d'information. Et généralement, c'est le cas. Il n'y a pas une notice d'information lorsque vous êtes amené à demander un contrat d'assurance vie de la part d'un assureur au Maroc. Rares sont les personnes qui présentent une notice d'information. Puisque le législateur les encourage, il n'y a pas une sanction particulière à ce genre de pratique. Contrairement à ce qui est prévu par le législateur français, qui peut proroger le délai de renonciation accordé à l'assuré. Si vous êtes engagé et vous n'êtes pas avisé par une notice d'information, vous pouvez renoncer à ce contrat. Il prolonge le délai de renonciation accordé à l'assuré. Donc, il n'existe ici aucune allusion de la législation marocaine, contrairement à celle française, au devoir du conseil du souscripteur par l'entreprise ou par l'intermédiaire d'assurance. Malheureusement. Maintenant, qu'en est-il de l'information de l'assureur par l'assuré? Ça veut dire l'obligation qui est à la charge de l'assuré pour aviser, pour donner des informations qui concernent la garantie pour laquelle il vient souscrire un contrat d'assurance et comment le législateur sanctionne ce manquement d'information. Donc, la règle applicable en la matière, c'est la bonne foi de l'assuré. On exige que l'assuré se comporte de bonne foi. Il s'agit d'un principe de droit commun qui trouve une grande application en matière d'assurance. Puisque nous avons dit que l'assureur doit se fier à quoi? Aux déclarations de l'assuré pour la conclusion du contrat. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsqu'on est amené à conclure un contrat, l'assureur vous écoute, il vous questionne, et vous présentez des déclarations. Lui, elle est amené à croire en la véracité des informations que vous êtes en train de lui donner.
En tant qu'assuré, vous devez vous comporter de bonne foi. Si vous donnez une fausse information, ça veut dire que vous êtes comporté de mauvaise foi et vous connaissez les sanctions qui sont réservées par le législateur à la mauvaise foi. Donc, cette pratique permet à l'assureur d'apprécier les risques qu'il prend à sa charge en se basant tout simplement sur les déclarations de l'assuré. Maintenant, dans la pratique, comment cela peut-il se faire? Généralement, lorsque vous êtes amené à souscrire un contrat, en tant qu'assuré ou bien souscripteur, l'assureur met à votre disposition un formulaire à remplir. Un formulaire auquel vous devez répondre de bonne foi, loyalement, aux questions qui sont sur le questionnaire, sur le formulaire. Cependant, pour que l'assuré puisse donner une information claire, correcte, loyale, il faut que aussi ces questions qui sont présentées dans ce formulaire soient rédigées, soient formulées d'une manière claire et concise, afin d'éviter toute ambiguïté auquel serait amené l'assuré. Cela veut dire que le législateur aussi impose à l'assureur une obligation de clarté, encore une fois, sur la formulation des questions. Si vous avez posé une mauvaise question, vous pouvez vous attendre à une mauvaise réponse. Donc, on ne peut pas reprocher à un assuré une fausse réponse ou bien une réponse ambiguë, alors que la question même qui a été formulée par l'assureur était formulée avec ambiguïté, de façon à l'interprétation. Donc, si l'assuré n'a pas agi de bonne foi, n'a pas répondu loyalement aux questions, alors même que ces questions ont été posées d'une manière claire et concise, le contrat est frappé de nullité. Donc, sanction de nullité pour toute déclaration incomplète ou bien inexacte. C'est ce qui est précisé par l'article 30. Cependant, il peut s'agir parfois, la nullité est relative. Dans la plupart des cas, cette nullité est relative et non pas absolue. Parce qu'on peut, par la suite, annuler la déclaration incomplète. Revenir à cette déclaration incomplète ou bien inexacte et la corriger et demander une surprime. Mais si l'assureur constate que l'assurance ne peut ou bien ne peut naître que sur la base de l'information qui a été de la fausse déclaration qui a été présentée absolue du contrat. Dans tous les cas, il revient à l'assureur d'apporter la preuve de la mauvaise foi de l'assuré. Ce n'est pas à l'assuré de prouver qu'il a agi de bonne foi, mais le législateur renverse ici la preuve pour obliger l'assureur à apporter la mauvaise foi de l'assuré s'il veut demander la nullité de cette déclaration. Maintenant, la signature de la police. Deuxième point dans ce processus de conclusion du contrat d'assurance. Donc la police, c'est généralement les conditions particulières du contrat d'assurance. Donc, étant donné que tout contrat d'assurance comporte des conditions générales et des conditions particulières. Pardon. Donc, la police, ce sont les conditions particulières. La police est rédigée et signée par l'assureur conformément à la proposition d'assurance, puis envoyée au souscripteur pour signature. Donc, c'est un contrat d'adhésion. Jamais
n'établit le contrat, c'est l'assureur qui rédige et signe. Une question qui se pose à ce niveau, à partir de quel moment le contrat prend effet? Est-ce à partir du moment où l'assureur a rédigé et signé le contrat et l'a envoyé, ou bien il faut attendre jusqu'à ce que le souscripteur ou bien l'assuré signe et renvoie le contrat à l'assuré. Donc, en principe, normalement, le contrat prend effet à partir du moment de la signature de la police. Mais, la difficulté est de connaître la détermination du point de départ de la garantie. Cette détermination est parfois complexe. Voilà pourquoi les assureurs font souvent figurer dans les polices des clauses dites de prise d'effet. À partir de cette date, la garantie ou bien le contrat prend effet. Ça veut dire que le législateur a laissé aux deux parties la possibilité de déterminer la date de prise d'effet d'un contrat, en précisant même dans le contrat à partir de quel moment. Mais dans la pratique, généralement à partir du paiement de la prime. Même si l'assureur a signé le contrat, il a envoyé, et l'assuré a signé à son tour le contrat et l'a remis à l'assureur, tant que l'assuré n'a pas encore honoré son engagement qui est le paiement de la prime, normalement, je dis bien normalement, généralement, le contrat ne peut pas prendre effet. Mais rien n'empêche les parties à préciser dans le contrat que la garantie peut prendre effet alors même que l'assuré n'a pas encore payé la prime. Il s'agit d'un contrat consensuel. Il dépend de cette relation de confiance qui unit, qui rassemble l'assureur et l'assuré. À vous de préciser la date d'effet. La structure de ce contrat qui est appelé la police. Il est constitué de deux types de documents. L'un est appelé condition générale et l'autre condition particulière. Donc les conditions générales, c'est l'ensemble des termes qui sont applicables à tous les assurés pour une garantie déterminée, pour un type de sinistre déterminé. Donc on a des conditions générales. Voilà pourquoi ils sont appelés générales. Donc ces types de conditions, on ne peut pas les discuter. C'est là une application directe de ce contrat d'adhésion qui est le contrat d'assurance. Donc, ils sont pré-rédigés, ils sont soumis à l'adhésion du souscripteur sans aménagement possible. Vous ne pouvez pas demander qu'ils soient modifiés. Ils comportent les clauses communes à tous les membres de la mutualité des assurés. Ils décrivent la garantie en énumérant les exclusions générales, les plafonds, les règles de base de fonctionnement du contrat et les obligations des parties. Donc là, je répète, ce sont des conditions générales, on ne peut pas les discuter, on ne peut pas les modifier. Il est impossible de les modifier. Qu'est-ce qu'on peut modifier? Les choses sur lesquelles on doit se mettre d'accord avec l'assureur, ce sont les conditions particulières. Voilà pourquoi ils sont appelés particulières. Ici, l'assuré essaie d'adapter le contrat d'assurance à sa situation spécifique et à la situation spécifique du risque qu'il encourt. Ils peuvent ici déroger aux conditions générales. Ça veut dire qu'on peut introduire un certain nombre de conditions ici qui comportent une dérogation à un principe, à une condition générale énoncée dans les conditions générales. Donc, je dis bien, ils peuvent, avec leur consentement mutuel. Mais généralement, les conditions générales restent les mêmes et c'est dans les conditions particulières qu'on précise la durée,
le montant, les garanties, ainsi de suite. Donc, quel est le contenu de cette police? Donc, pour connaître le contenu de cette police, il faut se référer à l'article 12 de la loi 1799 pour mon code des assurances. L'article 12 précise qu'il s'agit d'un contrat daté du jour où il est écrit. C'est un contrat qui porte la date du jour où il a été conclu. Et non pas avant. Il doit comporter les clauses suivantes. Le nom et domicile des parties contractantes, les choses et les personnes assurées, la nature du risque garanti, le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie, le montant de la garantie accordée par l'assureur, la prime aux cotisations d'assurance, la condition de tacite reconduction si il est prévu, les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets, les obligations de l'assuré à la souscription en ce qui concerne la déclaration du risque et les autres assurances couvrant le même risque, les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre, les délais dans lesquels l'indemnité, le capital ou la rente est payée, la procédure et les règles relatives à l'estimation des dommages en vue de la détermination de l'indemnité pour les assurances autres que les assurances de responsabilité. Donc là, c'est toutes les informations que doit comporter un contrat d'assurance de vie. Pardon, un contrat d'assurance en général. Qu'en est-il maintenant de cette innovation apportée par le législateur pour les contrats d'assurance islamiques, appelés takaful? Donc, le même article, l'article 12, ajoute que le contrat d'assurance takaful doit indiquer le compte ou les comptes du fonds d'assurance takaful concerné par le contrat. Le versement du montant de la contribution par le participant se fait à titre d'engagement de donation, dans la limite des sommes et des indemnités dues et des différentes provisions et réserves qui doivent être constituées, sauf pour les contrats d'investissement takaful. Le montant de la rémunération de l'entreprise d'assurance et de réassurance takaful en contrepartie de la gestion du compte ou des comptes du fonds d'assurance takaful et les modalités de paiement de la limite de rémunération. La modalité de répartition des excédents techniques et financiers du compte ou des comptes du fonds d'assurance takaful entre les participants. Les conditions relatives au placement financier de l'entreprise d'assurance et de réassurance takaful en ce qui concerne le compte ou les comptes du fonds d'assurance takaful. Donc, ce sont des modifications qui ont été apportées par la loi 87-18, publiée le 9 août 2019, qui est venue modifier l'ancienne loi takaful dans des nouvelles dispositions qui sont rentrées en vigueur. Le législateur ajoute de l'ensemble du contenu qui doit apparaître pour les autres types de contrats, pour l'assurance takaful, le contenu de la police doit aussi faire montrer l'ensemble des indications que je viens de citer. Donc, vous voyez que le secteur d'assurance fait apparaître tout le temps de nouvelles dispositions. C'est un droit changeant, en perpétuelle évolution. Donc, l'article 13, quant à lui, précise que il faut ajouter à ce contenu de la police les indications suivantes. Rappeler les dispositions portant sur la prescription des actions dérivant des contrats d'assurance. Quelle est la durée de la prescription des actions si vous voulez porter votre action devant la justice? Quelle est la durée de prescription? Donc, généralement, c'est l'application du principe de la prescription biennale, ça veut dire de 2 ans. Mais il doit être rappelé dans le contrat.
comportait une clause spéciale précisant qu'en cas de retrait d'agrément de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, les contrats souscrits sont réalisés de plein droit dès le 20e jour à midi, à compter de la publication de la décision d'autorité portant retrait d'agrément au bulletin officiel. Donc, là, c'est une solution que donne le législateur au contrat souscrit avec une entreprise qui, à un moment donné, se trouve sans agrément. Il y a un retrait d'agrément. Je vous ai dit que pour établir le contrat, il doit y avoir la capacité des deux contractants pour assurer la capacité avec l'agrément qui est présenté par l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, la CAPS. Donc, il se peut que cette assurance commis un certain nombre de fautes de gestion qui vont amener au retrait d'agrément de la part de la CAPS. Donc, s'il y a un retrait d'agrément, quel est le sort des contrats conclus avec l'ensemble de la communauté des assurés? Donc, le législateur précise que ces contrats sont résiliés de plein droit. Il y a une résiliation de plein droit. Dès la publication de cette décision de retrait d'agrément, 20 jours, le 20e jour à midi, à compter de la publication de la décision d'autorité portant retrait d'agrément au bulletin officiel. Donc, lorsque les contrats sont résiliés, ça veut dire l'entreprise sera amenée à rembourser pour la période restante du contrat. Par contre, il y a un achat de l'ensemble de ces contrats par une autre entreprise, notamment lorsqu'il s'agit de contrats d'assurance obligatoire. On ne peut pas rester sans assurance. C'est une assurance obligatoire. Voilà pourquoi une autre entreprise prend la place de à laquelle on a retiré la décision ne soit pas du jour au lendemain sans assurance. Est-ce compris? Donc, à côté de cette réglementation qui est présentée par le législateur marocain dans la loi 1799, le gouvernement, par le biais du ministre des Finances et de la privatisation, présente un arrêté relatif au contrat d'assurance. Donc, vous pouvez télécharger cet arrêté du ministre des Finances et de la privatisation réservé à notre cours droit des assurances. Je viens de le déposer. C'est un arrêté qui a été publié en 2004. Il a subi plusieurs modifications. La dernière modification a été présentée ou bien a été publiée dernièrement en 2019. Donc, c'est la dernière modification. Donc, les articles 5 et 8 de cet arrêté précisent que le contrat doit indiquer à sa première page la dénomination de l'entreprise d'assurance et de réassurance, partie au contrat, l'adresse de son siège social et son numéro d'inscription au registre de commerce. Les noms et adresses de l'intermédiaire ou de la personne par l'entremise desquels ou de laquelle le contrat a été souscrit, l'entreprise d'assurance appéritrice du contrat ainsi que la quote-part de chaque co-assureur dont la garantie accordée dans le cadre d'un contrat d'assurance ou d'assurer un risque par plusieurs assureurs. Donc, rappelez, c'est le cas de la co-assurance. Rappelez-vous ce que nous avons dit sur la co-assurance. La co-assurance, c'est une pratique courante à laquelle font recours les entreprises d'assurance lorsque le risque est important. Il ne peut être supporté par une seule entreprise. Donc, lorsqu'il s'agit
d'un contrat de co-assurance. Ça veut dire que le risque est supporté par plusieurs assurances, mais moi j'ai conclu le contrat avec un seul assureur qui est appelé ou bien l'entreprise d'assurance apéritrice. C'est elle qui a contracté avec moi, mais par la suite, elle a partagé le risque avec l'entreprise. Je dois connaître la part de chaque co-assureur afin que je puisse être indemnisé en cas de réalisation de risque de la part de l'ensemble de cette communauté d'assureurs. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur la conclusion du contrat d'assurance. Je sais que c'est un cours qui est très difficile aujourd'hui. C'est un cours qui est difficile à maîtriser. Je ne vous dis pas que c'est un cours qui est facile. Donc c'est un cours qui comporte plusieurs réglementations, plusieurs règles à respecter. Donc je vous ai indiqué sur cette présentation les règles auxquelles vous devez revenir. Donc, vous êtes amené à consulter l'ensemble des articles que j'ai mentionnés pour que vous puissiez les maîtriser par la suite. Donc, je dis bien que c'est un cours qui est difficile à maîtriser, une concentration, si vous voulez, à l'assimiler, si vous voulez le maîtriser. Donc, je vous invite à le relire plusieurs fois et de préparer vos questions écrites et orales pour la prochaine fois. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais arrêter cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie infiniment de votre attention, de votre écoute, de votre suivi. Donc, je sais que vous avez un cours avec Monsieur Boubkri tout de suite. Donc, je vais arrêter et on se donne rendez-vous. Non, pas la semaine prochaine. Je vous souhaite bonnes vacances. Normalement, vous ne devez pas avoir des vacances. Vous devez commencer à vous préparer pour les examens qui sont prévus pour la première semaine de mars. Donc, il ne vous reste pas assez de temps. Donc, révisez bien, relisez le cours. Surtout cette séance, il comporte beaucoup d'informations. Donc, n'hésitez pas à me contacter par écrit ou bien préparez vos questions oralement pour la prochaine fois. Donc, merci de votre attention. On se voit dans 2 semaines, Inch'Allah. À très bientôt.